Poésie, une émission de Jean-Pierre Balp et Bernard Girard consacrée à la poésie qui se dit, qui s'écrit, qui se lit, avec aujourd'hui quelqu'un que j'ai envie d'appeler un ingénieur poète ou un poète ingénieur. Jean-Pierre Balp, bonjour. Bonjour. Alors l'ingénieur, c'est vous ? Oui, je suis pas ingénieur, disons que je suis un bricoleur de l'informatique. Ouais, voilà. Et non, si nous disons cela comme cela, c'est que vous avez dans le champ poétique français, peut-être même plus occidental, développé quelque chose d'un petit peu particulier. C'est-à-dire que vous avez non pas écrit des poèmes, vous avez probablement écrit aussi, mais non pas écrit des poèmes, vous avez créé une machine, un programme informatique ou des programmes informatiques, disons plutôt, qui fabriquent, produisent des poèmes. C'est donc une démarche tout à fait originale. J'aimerais peut-être que vous nous disiez comment cela vous est venu. Alors d'abord, j'ai écrit des poèmes et j'ai publié des recueils de poésie avant de m'intéresser à cette machine merveilleuse qui est l'ordinateur. Et j'ai toujours été intéressé par l'aspect formel de la langue. Donc, à un moment, j'ai failli adhérer à l'Oulipo. J'ai fondé avec l'Alamo, atelier de littérature assisté par mathématiques et ordinateur, dont j'ai démissionné pour d'autres raisons. Et dès que j'ai eu entre les mains une de ces petites machines, à l'origine, c'est une provocation gag, puisque dans les années 70, c'est un prof d'économie qui m'a dit « mais un littéraire est incapable de se servir d'un ordinateur ». Donc j'ai dit « je vais te montrer ». Et je me suis aperçu des possibilités énormes que ça avait. Et donc j'ai commencé à programmer d'abord des espèces de petits jeux, comme tout le monde, extrêmement simples. Puis on met le doigt dans un petit jeu. Puis on s'aperçoit qu'on pourrait faire infiniment mieux si on créait une grammaire. Donc on commence à créer une grammaire. Puis on s'est dit que ce serait infiniment mieux si on crée un dictionnaire, et on crée un dictionnaire, etc. Et donc, syntaxe, et voilà. Et c'est comme ça, et donc cela vous est venu, et c'était ça dans les années 70, et donc maintenant plus de 30 ans. Et comme toute... alors, je ne sais pas si on peut vous appeler informaticien, mais enfin, comme tout informaticien, vous avez écrit des programmes, parce que derrière cette machine que l'on peut voir de temps en temps, puisque vous participez à des expositions, on en dira un mot tout à l'heure, vous avez écrit des programmes, en avez-vous écrit beaucoup, ou est-ce le même programme qui depuis 30 ans, 35 ans vit Alors, j'ai subi, comme beaucoup d'informaticiens, l'histoire de l'informatique, c'est-à-dire que les premiers programmes étaient dans des langages barbares qu'on appelait PL1. PL1 Non, moi j'ai jamais travaillé en langage machine, mais des langages de niveau supérieur, mais qui s'appelaient PL1, qui s'appelaient Nial, etc. Donc j'ai écrit plusieurs programmes, mais en fait c'était le même. C'est-à-dire que j'ai chaque fois transposé dans un nouveau langage, ce qui m'obligeait d'ailleurs de façon intéressante à le revisiter, puisqu'il fallait le réécrire, autant l'améliorer. Donc j'ai écrit plusieurs programmes, mais c'était le même. C'est-à-dire un programme qui est structuré de façon simple, avec d'un côté des dictionnaires, puis de l'autre côté des règles de grammaire, puis des règles de rhétorique, etc. Et qui s'est amélioré au fil du temps, et qui maintenant pourrait être encore amélioré. Bon, mais c'est le même programme depuis 30 ans. C'est pas tout à fait le même. Par exemple, il y a 30 ans, j'avais pas conçu un dictionnaire extérieur. Je faisais des dictionnaires ad hoc pour chaque application. Mais l'idée de base était la même. Si vous voulez, l'idée que l'essentiel, c'est pas la grammaire, mais c'est la sémantique. Et qu'il fallait construire une formalisation du sémantique pour que ça fonctionne. Alors, on reviendra tout à l'heure, vous avez fait ça dans les années 70, période très particulière où beaucoup de gens sont intéressés à la forme. Je pense à des gens comme Todorov, par exemple, qui écrivait une grammaire, vous avez cité le mot grammaire, une grammaire du Décaméron, je pense à Grémas, je pense à ce moment où on réédite Vladimir Propp, on réédite des gens qui, justement, ont essayé de comprendre comment fonctionne la littérature, comment cet objet, littérature, peut être une mécanique, et essayer, justement, d'en découvrir les règles ou les lois. Votre projet est né à peu près au même moment ? Il est né tout à fait de ces lectures-là, et puis d'un autre maître qui s'appelait Chomsky,
qui crée des grammaires génératives. Génératives, exactement. Ouais. Et donc l'idée que, effectivement, c'était une époque où on a cru qu'on pouvait complètement formaliser les langages et la littérature. Et il y a eu beaucoup d'essais en ce sens. Vous avez cité Propp, on peut en citer d'autres, qui ont Greimas, etc., qui ont travaillé dans ce champ. Et moi, la différence, c'est que eux, ils en faisaient des théories abstraites. Et vous, que moi, je me suis amusé à produire. Voilà. Et alors, c'est une question, bon, à ma connaissance, vous êtes le seul à vous être lancé dans cette aventure, mais ma connaissance est très faible. Donc, y a-t-il eu d'autres, soit poètes, soit romanciers, soit, je ne sais pas moi, producteurs de documents de toutes sortes, qui aient eu la même, enfin, des démarches voisines, cousines Alors, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des gens qui faisaient de la génération automatique et qui utilisaient la littérature comme prétexte. Je m'explique. Par exemple, vous aviez un chercheur américain qui s'appelait Schank, avec son élève Mian, qui a écrit un générateur de contes. Mais en fait, c'était tout sauf littéraire. C'est-à-dire, c'était un conte qui était sans intérêt littéraire. Il racontait une histoire avec des schémas, en gros. Et c'était très déceptif. Alors que ce que j'ai essayé de faire, et il y avait à l'époque aussi des gens qui avaient créé, j'ai oublié le nom, des générateurs de scénarios de séries télé, par exemple. Ça n'a jamais beaucoup marché, ça donne. Parce que justement, ça reste au niveau du canevas, si vous voulez. Toute la chair littéraire, qui fait quand même une partie essentielle de la littérature, n'était pas prise en compte. Et ce qui m'a caractérisé, c'était essayer de partir de cette chair du littéraire. C'est-à-dire de dire, c'est bien beau de faire un schéma des contes de fées, mais à partir de quel moment ça devient un conte de fées intéressant? Et donc, sur ce terrain-là, j'ai été longtemps le seul. Alors, il est vrai que choisir comme terrain la poésie, c'est un petit peu plus facile, parce que la caractéristique des poètes, c'est bien sûr de manipuler la langue, de jouer avec les règles, de ne pas tout à fait les respecter, et d'être en permanence au bord pas de la faute syntaxique, mais au bord de l'interdit. Ce qui n'est pas vrai du conteur, ce qui n'est pas vrai du scénariste, qui doit, lui, respecter à la lettre des règles. Oui, mais j'ai des générateurs de prose aussi qui sont moins connus, mais par exemple sur Internet, j'ai un site qui s'appelle Trajectoire au pluriel, où je mets constamment des pages générées qui sont des romans, des extraits de romans. Je n'ai jamais réussi à faire un roman entier. C'est pas très gênant, ça oblige à concevoir le roman autrement, pour des raisons de continuité et de mémoire. Il faut conserver en mémoire quantité de choses pour arriver à la fin d'un roman. Donc ça, j'y arrive pas. Sur la longueur, c'est difficile. Mais des récits courts de prose, j'en ai réalisé. Si j'ai choisi la poésie, c'est pas pour ça, en fait. Certes, la poésie... non, c'est même l'inverse, je dirais. Parce que j'ai trop vu de poésie faite sur de fausses poésies électroniques, c'est-à-dire qui donnaient des cadavresquis améliorés et qui étaient très déceptifs. Par exemple, moi, je n'aime pas du tout les 100 000 milliards de poèmes. Oui, alors je pense exactement ça. 100 000 milliards de poèmes de Queneau, c'est exactement cela. Je veux dire, sont des fragments, sont des vers qui sont dans une configuration telle qu'on peut les mélanger comme on le veut, comme si on les tirait d'un chapeau. Ils gardent des vers qui ont une signification locale, et vous pouvez les mettre en mélange, ça fait un collage, il suffit que ça rime. Mais c'est justement ce que je voulais pas faire. C'est en partie sur là-dessus que je suis parti de l'Alamo, c'est-à-dire que faire un travail qui montrait justement l'incapacité de l'ordinateur à écrire au sens où nous l'entendons, ça ne m'intéressait pas du tout. Et bien sûr que la poésie est apparemment plus facile. C'est-à-dire que la poésie joue avec la grammaire, on peut détruire les règles de grammaire. C'est ce que je voulais dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne les détruit pas n'importe comment. Sinon, ça ne fait pas la poésie non plus. De même, on peut détruire le sens, mais on ne le détruit pas complètement, sinon ça ne fait pas du sens non plus. Donc la difficulté, c'est de voir comment on va jouer avec ces règles qui sont fortes, qui existent dans la langue, avec ces possibilités, tout en obtenant un objet dont les gens ne savent pas, quand ils le voient, s'il a été écrit par un ordinateur ou pas. Je vous propose peut-être d'écouter tout de suite un de vos poèmes pour voir si nos auditeurs qui sont avertis, s'ils reconnaissent la patte de la machine ou celle du poète.
Tangle of words infinite, puertas abiertas de nuevo solo se demanda pourquoi continuer. There is no response. Disperdere il poema nell'ambiente, ma il mondo esiste. In geschlossenen Felsen of language, ein Gefühl suchen. Le poète apprend à ajouter à cela una natura morta. Poésie concrète, réalité, bellezza e così sia. Wi-Fi is holding a glass of pure poetry to the eyes of canto sinfonico, questi silenzi in cui le cose s'abbandonano sul fil del vorto letticchiare, colors in the sky, per niente, sono ostacoli. Oh, l'opinion générale. L'esprit poète humain est dans le soleil de l'amour, de la montagne, an der Sonne der Liebe, to poetry. Poesia es la virtud por la cual todas otras virtudes dan fruto. Poésie. Le vent penche vers l'horizon, odeur, fourme, car n'importe quoi pourrait être n'importe quoi. Car tout aurait autant de sens. Der Geist poète humain ist als Insektendichter sagen. So. Jour plein de soleil, dankbar nicht poetry, mais que faire? Sobre su cabeza, un agujero de cielo, poetry, es piedra. El poeta, le poète c'est que quelque chose de métamorphose. Poésie. Focus on language. So, like the philosophy, entscheiden lassen, dann, the side poetry, précieux de cendres de chansons, cadenza di carrière, change the future, or vendedoras de funerales ce second zen patriarcazione le conscience totale poésie du épée, blade, sans facture, niente. Ein total Vertrauen auf das Universum. Poetry works so minimal poetry, total trust, total poésie, poetry, chant de l'amour de jadis. No bewegliche Poesie, donde no se entiende todo lo que ocurre. La lingua c'est la lingua. Cependant, la poétrie ce n'est pas, mais... Voilà, alors évidemment, c'est un exemple qui n'est pas très bien choisi pour illustrer ce que je voulais dire, puisque là c'est quelque chose qui situe beaucoup plus du côté de la poésie performance ou de la poésie au bord de la musique que d'autres choses dont je parlais. Mais alors expliquez-nous en 2 mots ce que c'était. Ça s'appelle Poésie Babel, je crois. Ça s'appelait à l'origine Babel Poésie. En fait, c'est un extrait du dernier spectacle que j'ai fait à la Maison de la Poésie, qui était intitulé L'ordinateur fait son poète. Et Babel Poésie, c'est une commande d'un festival de Berlin qui me demande de faire une installation de génération d'écriture automatique. Donc ma question, mais je fais en quelle langue? Parce qu'à Berlin, si je fais en français, ça... Et donc j'ai décidé de le faire dans une langue européenne. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise toutes les langues. Vous avez donc pu entendre de l'anglais. Donc il y a des dictionnaires et des syntaxes. Alors j'ai triché parce que je n'ai pas de syntaxe allemande. Donc c'est tout à fait représentatif des processus que j'utilise en informatique. J'ai pris un texte qui est écrit en français par mon générateur et j'ai fait traduire par Google des fragments en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, et je les ai injectés dans ce texte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà une traduction Google, c'est déjà un peu bizarre. Oui, c'est pas terrible. La génération en espagnol, c'est lui qui le fait, puisque j'avais eu une installation au Mexique, donc il génère en espagnol, mais pas en allemand. J'ai pas prévu la syntaxe allemande, qui est très différente. Et donc, il y a cet effet déjà de distanciation de Google, et en plus, ça crée une langue que j'ai voulu, c'est-à-dire on est dans cet effet-là européen où on comprend tous un mot d'allemand, un mot d'anglais, un mot d'espagnol, mais en fait on parle bien aucune de ces langues. Et je l'ai fait en plus, après j'ai donné ce poème à la machine qui le lit. Et donc, il le déforme. Oui, parce que vous avez là un petit programme. On a des programmes qu'on peut paramétrer, etc. Qui permettent de déformer. Et sur une musique de Jacopo Bobonneschi-Lingi, et le tout a été monté par la machine. Mais alors, je voudrais maintenant montrer un poème fabriqué par la machine et qui... Alors, ça c'est joli. Le poète embrasse le poète aveugle.
soudés par la bouche, ne font qu'une, algue, mouvement très lent de tête doux, très marin flotte au courant bourbeux de foule inondant couloir nauséeux du métro, sans visage, bouche soudée, double face, hermétique, aveuglés l'un dans l'autre comme poisson et poisson pilote résistant au flux fort, lent, violent, reflux faible d'une foule de travailleurs où ils s'accrochent, sont contre et contre. Voilà. Ça, effectivement, ça pourrait être un poème écrit, non pas par une machine, mais par un homme. Alors, j'ai envie de vous demander comment on retrouve là toute une série de figures rhétoriques, des allitérations, des coagulations de mots qui ont des sens voisins dans ce poème. Qu'est-ce que vous mettez dans votre programme pour qu'il puisse fabriquer quelque chose qui nous envoie après marin flotter, le verbe flotter, donc on est dans le même champ sémantique. Ensuite, le courant, on est toujours dans le même champ sémantique. Puis bourbeux, on est toujours dans le même sémantique. Et là, tout d'un coup, on passe du courant bourbeux à la foule. On est dans un autre champ et on passe, je crois, dans le métro ensuite. Donc, on est sur des champs sémantiques différents, mais on sent que c'est pas tiré au sort. Non, mais parce que ma grammaire sémantique fonctionne sur des descriptions de ce que j'appelle des micro-univers. C'est-à-dire qu'on a un micro-univers de l'amour, par exemple, un micro-univers de l'eau, et chacun connaît son vocabulaire et connaît ses possibilités. Par exemple, il sait qu'un cheval galope, mais que normalement, un cochon galope pas. Enfin, il peut courir, mais il ne galope pas. Et donc, il a une cohérence dans ce champ-là. Mais rien ne m'empêche de choisir 3 champs et de leur dire de se mélanger. Et ces champs... Alors donc vous construisez des champs. Vous avez un texte là un peu théorique qui s'appelle l'imagination informatique de la littérature que vous avez donné. Alors là, c'est pas de la poésie, c'est même probablement pas universitaire. C'est pas généré par l'ordinateur, mais par vos blanches mains sur votre clavier, dans lequel vous prenez quelques mots en disant feuille, bâton, bateau, détritus, écume, et vous dites, tous peuvent être sujets des verbes dérivés ou flotter. Une feuille flotte, un bâton flotte, un bateau flotte, un détritus flotte, une écume flotte. Bon. Et ensuite, vous dites, mais par contre, le mot naviguer, il y a que le mot bateau. Qui puisse aller avec naviguer, qui puisse être le sujet de naviguer. Et c'est un peu ça, ce que vous appelez vos... C'est ça qui est la description, la grammaire sémantique de base. Mais une fois que vous avez cette grammaire sémantique, puisque vous l'avez, vous pouvez lever les contraintes. C'est-à-dire, je peux décider que naviguer, qui était contraint à bateau, est ouvert à tout le champ de ceux qui flottent. D'accord, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et que, par exemple, on peut même dire « mon cœur navigue ». Oui, ça, c'est la liberté, la licence du poète. Et c'est la licence du poète, c'est la métaphore. La métaphore, le problème, c'est que si vous faites lever trop de contraintes, on tombe dans le cadavreski. Voilà, et on dit, ça devient n'importe quoi. Or, on sait que le cadavreski, s'il n'est pas maîtrisé par un esprit humain, il fait n'importe quoi. Et donc, tout le jeu, c'est une fois que les contraintes sont bien définies, de voir jusqu'où on lève les contraintes. Et ça, c'est le jeu de chaque type d'écriture que je fais. Certaines, les contraintes sont très élevées. Dans le poème que vous avez entendu avant, Babel Poésie, les contraintes sont très élevées. Ils baladent d'une langue à l'autre, etc. Et dans d'autres, elles sont assez contraintes. Oui, comme là, où on sent bien. Oui, ou dans la prose. Ou dans la prose. La prose, c'est redoutable pour ça. Oui, c'est beaucoup plus contraignant. Beaucoup plus contraignant au niveau des règles syntaxiques, sémantiques. Et alors, ces poèmes, est-ce que vous avez eu la curiosité de les envoyer à des revues sans dire que vous en étiez l'auteur au travers d'une machine? Je vous pose cette question parce que vous savez que les informaticiens ont un jeu, les spécialistes de l'intelligence artificielle ont un jeu, il y a un concours annuel où sont les programmes en fait que l'on évalue et on demande à un programme informatique qui a vocation à dialoguer au jury. Et le jury ne sait pas s'il y a derrière le rideau une machine ou un ou un ordinateur, et celui qui gagne, c'est celui qui évidemment trompe le mieux le jury. Alors, est-ce que vous avez fait le même Non, jeu? je n'ai pas fait ça. J'ai 2 anecdotes vraies. D'abord, sur les revues, je suis mal placé pour répondre, puisque je dirige une revue. Et j'ai souvent publié dans ma revue Action Poétique des poèmes écrits par l'ordinateur sans dire qu'ils étaient écrits par l'ordinateur. Mais vous êtes signé Balp, donc Oui, mais les gens savent pas toujours. Et vraiment, on sent à des réactions c'est passé pour... Bon, l'autre anecdote qui est vraie, mais qui est un peu ancienne, je l'ai pas refait, j'avais fait ça dans les années 80. J'avais fait générer une nouvelle, et puis je l'avais envoyé à un éditeur, que je citerai pas parce que c'est un peu méchant.
Et sa réponse a été, oui, c'est pas mal, mais en gros, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une nouvelle? Envoyez-moi d'autres. J'en ai envoyé 500. J'ai jamais eu de réponse. Et là, au-delà du gag, vous avez l'aspect particulier de la littérature informatique. Si c'est pour écrire un poème, à quoi bon se servir d'un ordinateur? Je veux dire, tout le travail, 25 ans de travail, je pouvais m'en passer, j'écris à la main, je sais écrire. C'est pas fait pour être imprimé. Alors, le fait que ce soit pas fait pour être imprimé change toute la nature. C'est-à-dire que, par exemple, du côté, on pourrait dire, négatif, on n'a pas besoin que ce soit aussi parfait qu'un texte écrit. Parce que le lecteur qui le voit, il ne le verra plus jamais, ce texte. Mais ça donne d'autres possibilités qui ne sont pas ouvertes au livre. Par exemple, la participation au spectacle, la participation à l'installation, etc. Et c'est ça qui m'intéresse. Oui, alors là, du coup, vous étiez un des précurseurs de tous ces mouvements poétiques contemporains, de gens qui font des poèmes qui sont des performances, qui font des poèmes qui sont quasiment de la musique, des vidéos, et où la forme traditionnelle du poème écrit ou lu s'évapore ou s'éloigne derrière des formes. On appelle cela des poèmes, mais ça pourrait être, on pourrait l'appeler une performance ou un... Oui, je ne sais pas si je suis un des initiateurs, ça avait commencé un peu. Si vous voulez, ça a commencé déjà, et ça c'est bien connu des gens comme vous qui connaissez bien la période lettriste et compagnie, ça a commencé à partir du moment où des technologies ont été à la portée on donnait des instruments simples à la portée de gens qui étaient des écrivains. Les années 60. Oui, oui. Par exemple, le magnétophone pour les premiers, qui a donné la poésie sonore, etc. Or, il se trouve que petit à petit, ces instruments ont gagné tous les médias. C'est-à-dire que en 70, faire un film vidéo, c'était compliqué. C'était très, très difficile. Les matériels coûtaient cher, les techniques étaient complexes. Aujourd'hui, n'importe qui fait un film vidéo. Donc, vous voyez petit à petit l'invasion du territoire de la poésie par ces autres médias, parce que le poète lui-même peut se servir et il sait ce qu'il peut en faire. Alors qu'avant, il ne savait pas. Il dépendait d'une équipe, et bon, c'était pas très intéressant. Je vous propose d'écouter un autre... alors, je ne sais pas si c'est un poème ou de la musique. Alex va nous le dire. Alex Maillet, qui réalise cette émission, va nous le dire. Mais vous nous passez ce qui est prévu, Alex, et puis on commentera ensuite. Le poète cherche la poésie avec sa lanterne qui tremble. Regard vif, perçant, la cherche parfois amusé ou anxieux, parfois étonné, apeuré. Il, lui, le poète, cherche la poésie, la cherche dans les petits plis des yeux des femmes d'âge mûr, dans les jeunes chatons encore veloutés des bogues de châtaigniers, dans le cri rauque des tourterelles au fond des parcs solitaires, ou dans les rideaux et les voiles qui dissimulent l'ennui quotidien de famille et trop peu énamourés encore. Encore dans les verbes irréguliers, encore dans tous les petits riens du jour, les vapeurs d'échappement des moteurs diesel qui l'empêchent de respirer, rêver. Voir la poésie qui est là, quelque part, ne demande qu'à être découverte, se dissimule là, facétieuse, il en est sûr, il le sent, avec toute la certitude de sa vieille expérience de poète sans âge. Là, dans les moindres parcelles du jour, où ce qu'il reste des heures usées de trop d'habitude, comme ses cuisses trop amoureuses, où se dessinent les filigranes de vergeture si attendrissantes, si poésie, qu'il pense l'avoir trouvé, mais non. Pas encore, c'est pas encore, ça se demande s'il a le bon instrument, la bonne méthode. S'il ne ferait pas mieux d'attendre, mais quoi, quand, où, comment, pourquoi, où, qui, où n'est-ce pas, c'est plus, cherche. La poésie cherche encore. C'est qu'il trouvera un jour, ça ne saurait tarder. Il le sait. Voilà, alors donc ça, là pour le coup, si on ne sait pas que ça a été écrit par une machine, avec une machine, on ne peut pas le deviner. Oui, c'est un peu le but visé. Moi, je le sais, donc je devine à certains... Par exemple, il y a des petites erreurs, des fois, de syntaxe qui collent pas très bien, qui gênent ma lecture. Par exemple, à un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'hésite sur un ça parce que je ne sais pas à quoi je dois l'attribuer. Et oui, c'est ce que je cherche des fois, parce que si vous voulez, l'écriture informatique est très jeune. Je suis presque un des seuls à en faire, et donc j'ai toujours ce soupçon qu'on m'accuse de faire des choses qui ne sont pas de la poésie, qui ne sont pas lisibles. Or, je suis contraint un peu à montrer que je peux faire de la poésie. À multiplier les contraintes pour montrer que vous pouvez faire quelque chose qui est acceptable et imprimable. Mais simplement, ce poème-là, il peut m'en faire 3000. Oui, alors ça, on reviendra, parce que c'est très intéressant, le fait qu'on puisse produire industriellement des poèmes. Mais là, vous avez ajouté toute une série de contraintes qui fait un texte qui est un texte poétique acceptable, que la direction d'action poétique
pour prendre l'exemple de votre revue, pourrait publier Tout à fait. sans la moindre difficulté, sans même d'ailleurs y voir malice, sans même se dire, oh là là, j'ai affaire à un avant-gardiste ou à quelqu'un qui me chahute le langage, pas du tout, c'est plutôt sage, c'est même très très sage. Ça plairait bien à Action Poétique. Ça plairait bien à Action Poétique, justement. Mais est-ce que l'on peut ajouter des contraintes stylistiques, dire, on va essayer de faire un poème à la manière de, je parle de Valérie par exemple, alors pour vous Mallarmé, resituer les choses, un de mes premiers travaux, ça a été pas des poèmes, mais des nouvelles à la façon d'eux. Et j'avais fait un générateur, c'est le seul qui a été commercialisé d'ailleurs par les éditions Nathan et acheté par l'Éducation nationale en nombre, qui faisait des écrits à la façon de Flaubert, à la façon de Verne, à la façon de, etc. Il y avait une dizaine d'auteurs. Je voulais faire à la façon de Pérec, puis on n'a pas pu pour des raisons de droit. Et donc là, l'Éducation nationale vous les a achetés et ça a été utilisé dans la pédagogie, dans l'enseignement. Ça a été utilisé très peu en fait, je crois, parce que j'ai pas d'écho. Mais je sais que Nathan en avait vendu pas mal. Le but était de faire de faire écrire des paragraphes par l'ordinateur qu'on soumettait aux élèves, c'est-à-dire que ils avaient un logiciel qui leur permettait de changer les choses, et on s'apercevait que petit à petit, le texte qu'ils obtenaient n'était pas le leur. Et ils y introduisaient leurs éléments, et petit à petit, ils le changeaient complètement. Ça devenait leur texte. Donc c'était une espèce de stimulant à l'écriture, un stimulateur d'écriture. Bon, mais donc on peut le faire. Mais là encore, ça repose sur... moi, je me prétends... je me veux écrivain, si vous voulez. Donc, en tant qu'écrivain, faire à la manière d'eux, c'est pas très satisfaisant. Oui, mais là, non, mais j'entends bien tout cela, bien sûr. Mais si vous vouliez faire un poème à la manière de Valérie, ça supposerait que vous fassiez une analyse très, très complète, très exhaustive du style... de l'univers de Valérie. Une seule chose que je peux pas faire, parce que c'est des calculs très compliqués, c'est les poèmes réguliers rimés. Ah ben oui, alors Jean-Claude Valéry, ça ne collerait pas. Donc ça collerait pas. Collerait pas. La poésie contemporaine, c'est assez facile. Oui. Mais la poésie rimée, pour des raisons tout bêtes. Oui, d'ailleurs, on se dit, après tout, on pourrait multiplier les alexandrins. Ah non, c'est infernal. Alors dites-nous pourquoi. C'est infernal, parce qu'un alexandrin, d'abord, ça doit faire 12 pieds. Oui. Ça, jusqu'à présent, la machine peut compter, pour tout choisir. Oui, on peut faire compter 12 pieds, mais elle va faire 12 pieds. Oui. Mais d'abord, elle ne va pas avoir les coupes au bon moment. Donc il va falloir qu'il lui dise que c'est pas 12 pieds, mais que c'est 3 x 3, ou 4 x 3, etc. Et puis, 12 pieds, il faut que ça rime. Alors déjà, il va falloir faire un calcul de plus pour trouver une rime. Et en plus, il faut que ça ait un sens. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais par quel bout démarrer. Et l'ordinateur est un instrument à calcul très vite, mais qui est bête. Et il n'est pas analogique, donc il lui faut chaque fois refaire des calculs en arrière. C'est-à-dire faire un sonnet, j'avais essayé un moment, mais ça prend un temps infini, c'est pas intéressant. C'est l'inverse de ce que je cherche à faire. Il va mettre 3 heures pour écrire un mauvais sonnet, c'est sans intérêt. Alors, à contrario, quand on écoute, là j'ai une strophe de Mallarmé dans la tête, la nuit accablant, tu passes de basalte et de lave à même les échos esclaves, tu le trompes, etc. Quand on lit ce poème, on peut le lire de deux manières. C'est-à-dire qu'on peut y voir ce que Mallarmé a probablement voulu nous montrer, c'est-à-dire de l'eau, la mer sur des rochers, mais on peut aussi y voir une scène érotique. Il y a les deux. Bien sûr. Et les deux sont très intimement liés. C'est ce qui fait toute la subtilité du poème de Mallarmé. Donc dans votre vocabulaire, ce sont deux univers qui se mélangent. Alors, vous l'avez vu dans le texte de voilà, ça, vous pouvez le faire. Ça, on peut le faire. Mais je ne pourrais pas le faire avec les jeux de sons et de rimes de Mallarmé. De Mallarmé, bah oui, c'est dommage. Non, c'est très bien, puisque comme le sonnet a épuisé, puisque Mallarmé a montré qu'on était à la fin du sonnet, il était temps de faire autre chose. Donc, mais non, mais c'est des limites, si vous voulez, du système. De même, je vous ai dit, on ne peut pas faire un roman, parce que le temps de calcul, tout ce qu'il faut garder en mémoire, reprendre, c'est infernal. Autant le faire à la main. Un sonnet, c'est infernal. Alors, je vous propose d'écouter encore un autre extrait, et puis nous allons parler ensuite un peu de cette dimension, ces millions de poèmes, ou milliards de poèmes que l'on peut écrire. Elle est dans une chambre d'hôtel à faire ses rangements. Elle porte des pantoufles orientales, bien mais sûres. Elle ne voit rien. Cliché réfléchit sur les surfaces, puis elle parcourt sans fin de petites rues. La lune, astre des nuits, éclaire la mer. Elle croise une fille au cul phosphorescent, elle n'est pas pressée.
Les passants sont rares. Elle fait ses débuts dans le monde. La lune est pleine. Autour, il n'y a pas âme qui vive. Ciel noir d'étoiles, nuit transparente. Chaque chose a son temps. La nuit argonaute se ferme. Les rayons de la lune se posent sur les feuillages noirs. La nuit a des choses à cacher. Lumière de la ville, planète. Les toits se détachent sur le ciel. Voilà, alors donc là c'était 2 de vos poèmes, qui étaient des poèmes aussi avec beaucoup de contraintes, et qui étaient sur un fond musical de Jacopo Banoni, qui est un compositeur contemporain d'origine italienne, avec lequel je voudrais, je crois, beaucoup travailler. Oui, tout à fait. Jacopo est une des personnes avec qui j'ai réalisé un certain nombre d'installations, notamment au Mexique, une grande installation qui s'appelait Metapolis, avec aussi un plasticien qui s'appelait Miguel Chevalier. Donc c'était une installation totalement interactive, générative, etc. Donc Jacopo, j'ai beaucoup travaillé avec lui. On a fait... le poème que vous avez lu tout à l'heure est extrait d'un livre qui s'appelle 101 poèmes du poète aveugle, qui est un spectacle de l'IRCAM réalisé avec Jacopo Barboni en 2000, je crois. Et où tout était généré en temps réel, musique et texte. Alors là, on n'a que le texte. Et donc, j'ai choisi 101 poèmes. Le chiffre est un peu provocateur. Pourquoi 101 ? Pourquoi pas 150 ? Parce que là, vous disiez, oui, on peut mettre 100, 150, 200, 1 million, 2 millions, 10 millions. Ça change complètement. Non seulement la relation de l'auteur au poème, du lecteur au poème, mais ça change totalement l'usage que l'on peut faire du poème. À la limite, on pourrait, sur les panneaux Decaux, Jean-Claude Decaux, brancher votre machine et en permanence produire des poèmes toujours nouveaux. Oui, mais vous croyez pas si bien dire, parce que j'ai fait ça. Ah, alors j'ai fait dans la banlieue nord une année pour une fête, je crois que c'était une fête de la poésie, des générateurs de haïku qui étaient affichés sur les panneaux de Decaux et qui prenaient la température extérieure et qui généraient en fonction du temps. Ah bon ? Donc ils disaient quel est le climat. Alors bon, ils généraient des petits haïkus comme ça. Et puis j'ai fait récemment à Issy-les-Moulineaux un roman urbain, j'appelle un roman urbain, qui s'affichait sur tous les panneaux de Decaux de la ville. Et les gens pouvaient influer par le téléphone portable en suivant des touches, en envoyant des numéros, etc. Ça s'appelait Fiction d'ici. C'est un roman qui a duré 15 jours. Et ça a marché. Les gens ont joué ? Il y a des gens qui ont joué, bien sûr. Oui. Oh, ça n'a pas été des succès astronomiques, mais il y a eu constamment des gens qui ont joué. Donc c'est tout à fait possible. Actuellement, si vous voulez, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est le cœur de... Nous sommes dans un monde où tout est interrelié. C'est-à-dire que quand vous preniez le monde antérieur, le livre est un objet en soi, il est fermé, etc. Mais ça, c'est plus notre monde. Et avec le e-book, ça va être... le e-book, c'est peut-être un téléphone portable, ça peut être un iPhone, ça peut être tout ce que vous voulez. Et on voit bien que sur les iPhones les plus récents, c'est à la fois télévision... oui, c'est le livre aussi. Livre, etc. Oui, bien sûr, oui. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de réfléchir à une littérature, et notamment une poésie, qui soit adaptée à cet univers-là. Ce qui fait de vous un révolutionnaire, alors que nous sommes en pleine période de la loi Hadopi, où on se dit il faut absolument protéger au plus près les droits des auteurs. Là, où vous situez-vous par rapport à cela ? Parce que vous êtes encore l'auteur, vous êtes, si droit il y a, propriétaire des droits des générateurs, mais un peu à la manière des ingénieurs qui écrivent du code, du logiciel, et qui ne sont pas propriétaires des applications qu'on en fait. Moi, je suis pour le libre, tout le temps. Et bon, ça va l'air prétentieux ce que je vais dire, mais tant pis, c'est mon opinion. Je crois que les gens de la loi Hadopi se trompent complètement. Ils sont dans un autre univers, ils n'ont rien compris à notre monde. J'ai été un temps expert auprès de la Commission européenne, et je me souviens d'un débat que j'avais eu avec des politiques, leur disant « Mais c'est inutile de vous battre contre la copie du disque, c'est inutile, vous allez perdre.
Et c'est pas comme ça qu'il faut se rémunérer. L'auteur peut se rémunérer autrement. Et je leur donnais l'exemple qui est en train de s'installer par Apple et l'achat du morceau à 99 centimes. Le modèle, c'est le téléphone. On est rémunéré à la minute de connexion. On sait le faire pour le téléphone. On sait faire des choses très compliquées pour les services bancaires. Bon. Mais on se heurte entre deux cultures. La culture du stock, qui est celle du flux, et celle du flux. Et alors vous êtes vraiment, vous transformez le contenu en flux. Moi, je suis dans le flux. Vous êtes dans le flux et l'œuvre est absolument un flux. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, parce que quand même, vous avez été toute votre carrière universitaire, vous avez enseigné. Alors, qu'enseignez-vous? Vous êtes agrégé de lettres. De lettres modernes. De lettres modernes. Bon, mais qu'enseignez-vous? Les lettres ou l'informatique? À la fac, j'ai été nommé en tant et d'ailleurs, j'ai créé des laboratoires autour des hypermédias. Non, oui, donc d'accord, vous étiez plutôt du côté des technologies. Mais pas de l'informatique. Donc c'est plutôt de l'usage des technologies. L'usage des technologies. Alors, la question que je voulais vous poser, que je vais quand même vous poser, en quoi est-ce que cela nous éclaire sur la poésie? Qu'est-ce que ce travail de préparation de ces logiciels, puis ensuite de production de poèmes au kilomètre, vous a enseigné, vous a appris sur la poésie, alors traditionnelle, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Breton. Alors ça m'a appris deux choses. Une qui est un peu méchante, mais que je vais dire quand même, c'est que la poésie se monte un peu trop du col. C'est-à-dire qu'on est devenu à une époque où personne n'en lit plus, etc., mais où le mot poète, ça fait extrêmement sérieux, inventif, créatif, et que on ne peut plus toucher un vers d'un poète, parce que c'est quand même tellement de réflexion, tellement de travail. Bon, moi, ça m'agace un peu, donc je suis très content quand un de mes générateurs montre qu'il peut produire 500 poèmes à la minute qui sont lisibles comme des poèmes. Bon, ça, c'est un premier point. Là encore, je crois qu'on a changé d'époque. C'est plus comme ça. Et puis, on a oublié beaucoup de choses. On a oublié que la poésie a été longtemps orale, qu'elle n'était pas fixe, qu'on pouvait discuter, etc. Bon, la deuxième chose, sur le plan plus technique, ça m'a appris que on pouvait atteindre des effets poétiques à partir de quelques règles simples. Alors, c'est autre chose. Ouais. Oui. C'est tout à fait autre chose. On peut atteindre des effets poétiques à partir de quelques règles simples et que ces effets poétiques fonctionnent. Ils fonctionnent, les lecteurs les reçoivent comme de la poésie. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que plus que le poème résultat, que des fois j'ai publié, parce qu'on est dans une culture intermédiaire, ce qui m'intéresse, c'est le processus. C'est-à-dire mettre le lecteur devant le processus d'écriture de la poésie. Et je crois que la poésie contemporaine va beaucoup vers ça, d'ailleurs, à travers les performances, etc. La place de la poésie actuelle, c'est non pas de donner un poème, c'est de mettre le lecteur en position de poète. C'est-à-dire de le mettre en train de dire, mais au fond, ça, je pourrais le faire, je comprends, je pourrais faire ça. C'est pas... Et alors, ces règles techniques là, dont vous nous parlez, est-ce que vous pouvez donner des exemples est-ce que vous pouvez, sur un exemple, nous montrer comment, je ne sais pas, moi, je cite tout à l'heure Mallarmé, mais n'importe quel poète. Bon, voilà, je viens de faire générer un petit poème, là, pendant qu'on discutait. Ah oui, c'est en direct. C'est en direct. Alors, voilà ce poème, Nuit de l'océan. Il vient de l'écrire. D'ailleurs, je peux en refaire un devant vous, si vous voulez. Non, mais attendez, celui-là, puisqu'il est fait. Alors, ne rien faire. L'océan continuait de ronger, l'océan semblait violet, les pierres paraissaient attendre les vagues. Pardon, les pierres paraissaient attendre, les vagues chargeaient le paysage. Quelque chose brillait au milieu, etc. Bon, c'est un paysage. Or, si on regarde comment il est fait, il prend une description d'océan, qui est relativement classique. Simplement, il introduit quelques infractions, qu'on va appeler des métaphores. Ces infractions, ça consiste de dire, par exemple, à un moment, je vais changer les couleurs. Et moi, je peux vous dire que je n'ai pas dit de faire du violet pour l'océan. Non, vous dit change les couleurs. Il change les couleurs. Voilà, il serait fait du jaune. Et il décide que l'océan semblait violet. Or, qu'est-ce qui se passe pour le lecteur? Tout d'un coup, il se dit, mais c'est vrai, l'océan parfois est violet. Mais l'ordinateur ne sait pas du tout que, quand il écrit l'océan semblait violet, il ne sait pas du tout que l'océan peut être violet. Il se donne comme règle simplement de changer ou de même, les pierres paraissaient attendre. Alors là, il y a une double infraction. Oui, il y a une double infraction. Et c'est des infractions, c'est ce que vous appelez le lever des contraintes tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il peut mêler des univers et choisir de glisser d'un univers à l'autre. Ça, c'est
typique de ce que font les poètes. Oui, c'est typique de la poésie, et c'est programmable. C'est ça qui est intéressant. Les vagues chargeaient le paysage. Bon, ça parlait pas une image très forte, mais pourtant, c'est pas spontané d'écrire les vagues chargées. Ah non, ça l'est pas du tout. Hein. C'est là encore une infraction. C'est encore une infraction, la vague, le cheval, etc. Donc voilà, c'est des petites règles comme ça. C'est-à-dire, vous mêlez des univers. Là, un univers animalier, un univers de couleurs, et vous dites maintenant tu te débrouilles avec ça. Tu vas écrire quelque chose. Bon, après, il y a des effets de rythme, de coupure, etc., qui sont mathématiques. Hein. Par exemple, la coupe. Moi, je déteste j'aime bien, au contraire, que ce soit coupé au milieu d'une structure syntaxique. Oui, comme dans la lecture, alors les auditeurs ne se sont pas rendus compte, mais dans la lecture, vous n'avez pas lu le vers entier, vous avez coupé au milieu, comme si, oui. Parce ça crée une hésitation, un tremblement dans la langue, etc. Ben, ça, il calcule pour tomber au milieu d'un fragment qui, normalement, syntaxique, aurait donné une phrase. Et voilà, donc, c'est des petites règles comme ça. Hein. Alors, voilà, donc... Oui, donc on peut programmer avec plus ou moins de formalisme ou non. Alors là, c'est tout à fait autre chose, Jean-Pierre Balp. C'est encore vous, mais avec aussi des machines, mais alors de manière tout à fait différente. C'est un compositeur dont nous parlions tout à l'heure, Jacopo Baboni, qui a pris votre voix et qui l'a travaillée. Donc là, on est dans une autre expérience avec la machine. Mais là, il y a un compositeur derrière qui a, lui, eu un projet, une volonté de faire quelque chose sur votre voix. On est dans la tradition de la musique contemporaine. Ah, et tout à fait la tradition de la musique effectivement, de prendre des sons plus ou moins naturels et d'en faire tout à fait autre chose, soit en les étirant, soit en augmentant les... Donc, oui, c'est le genre de... C'est pour ça que j'aime bien travailler avec Jacopo ou avec d'autres. Jacopo, c'est un hasard historique, mais... Alors, ce qui est pendant que nous écoutions cela, excusez-moi de vous interrompre, mais pendant que nous écoutions cela, c'était très amusant parce que votre ordinateur, qui est un PowerBook Mac tout à fait ordinaire, a produit plusieurs poèmes et vous changiez simplement un mot, un univers, et on passait de la mer, de l'océan à la philosophie, de la philosophie à autre chose. Donc on voyait comment on pouvait effectivement instantanément générer, multiplier les générations de poèmes. Et vous me disiez, en fait, cette poésie qui nous impressionne tous, elle repose sur un certain nombre relativement limité de règles. Oui, elle repose, enfin je ne vais pas les exposer tout ici, puis je me ferai assassiner par les spécialistes, mais tant pis. À mon avis, une règle principale qui est très connue, c'est le glissement métaphorique, c'est-à-dire qu'on passe ce que j'appelle un micro-univers à un autre, ce qui crée dans l'esprit de l'homme à la fois une petite gêne et une découverte, c'est-à-dire que tout d'un coup il s'aperçoit qu'on peut faire, la mer peut ronger le paysage, du coup ça devient un peu un rat. Donc ça c'est une des premières règles. La deuxième évidemment est très connue aussi, c'est un effet rythmique. L'effet rythmique pouvant baser sur de simples répétitions. Si vous faites dire comme 3 fois de suite, on a déjà. Et ça peut tomber pratiquement au hasard sur n'importe quel mot. Donc il y a un certain nombre de règles comme ça. Et il y a quand même aussi des univers lyriques et des univers non lyriques. Oui, si on parle je ne sais pas moi, de peinture élastomère, on a plus de mal à être dans le lyrique. C'est très difficile de faire un poème lyrique qui décrit un moteur. Ça, exactement. Mais on peut y jouer, et certains s'amusent à ça. Hein, bien sûr. Ça. Mais c'est en général pas très bien réussi. Non, c'est comme les vaches dans la peinture. Il y a des choses comme ça, et ça ne marche pas. Par exemple, dans ce domaine-là, différent en thématique, mais on m'avait provoqué un moment en me disant tu feras jamais de la poésie érotique.
Et je me suis amusé à faire des générateurs de poésie érotique. Et alors, ça écoutez, ça a donné un site web qui tourne et où il y a des centaines de poèmes érotiques. Donc, chaque fois que je les relis, je suis très content. Je me dis, mais tiens, c'est pas mal, ça, etc. Et on a fait un travail avec un peintre et on avait fait un spectacle qui s'appelait Interdit aux moins de 16 ans sur ces poèmes érotiques. Et bon, je pourrais vous en générer un, là, c'est... nous allons faire ça tout à l'heure, mais faites ça pendant que nous parlons. J'ai une autre question à vous poser, c'est que ce qui est assez frappant, c'est que quand on lit de la poésie, et surtout depuis une quarantaine d'années, depuis que Heidegger a sévi dans nos milieux intellectuels, on est tenté d'y chercher ou d'y lire une certaine vérité, comme si le poète, on habite comme un poète, vous savez, disait Hölderlin, et comme si le poète savait quelque chose ou avait l'intuition de quelque chose que nous ne savons pas forcément formuler de manière courante et naturelle, et il y a une vérité de la poésie. Alors là, vous nous dites... Oui, je dis c'est vrai. Il y a une vérité de la poésie sans poète. Oui, parce que cette vérité, elle est dans la langue. C'est-à-dire que le poète, la bonne poésie, en fait, elle vous fait découvrir des choses que vous n'auriez pas découvert vous-même, mais au travers d'un instrument commun. Le poète, il ne fait pas découvrir en disant, en levant le doigt. C'est pas mathématicien. Il prend dans la langue et il va casser cette langue. En fait, si vous voulez, il y a un mécanisme, moi c'est mon explication. La langue est un mécanisme commun qui est à la fois intéressant et frustrant. Parce que c'est ma langue, mais c'est la langue de tout le monde. Autrement dit, moi, sujet, je m'y retrouve pas. J'ai pas ma place dans la langue. Et ce que dit le poète, c'est, mais si, toi, sujet, tu as ta place dans la langue. Et je vais te le prouver. Et tu peux, avec la langue commune, faire quelque chose qui te parle à toi particulièrement. Et l'exercice, c'est la difficulté, c'est qu'effectivement, certains y réussissent très bien, et d'autres, en croyant faire ça, ils n'arrivent à faire que ils refont du lieu commun. Si vous voulez, l'expression veut bien le dire. Faire du lieu commun, c'est négatif. Or, quand vous cassez la langue, que ce soit à l'extrême comme dans le lettrisme, ou que ce soit à l'extrême comme dans certaines poésies sonores, vous révélez des choses. Et vous révélez des choses qui sont profondément vôtres, puisque vous êtes la langue. Oui, et on entend d'ailleurs, alors c'est assez amusant parce que dans le lettrisme, je suis mal armé, effectivement c'est le lecteur, il y a tout le travail du lecteur et qui joue pour beaucoup dans la compréhension, dans l'appréciation et c'est lui qui va découvrir. Oui, c'est pour ça qu'on peut en discuter à l'infini. Certains poèmes, il y a des débats épiques sur l'interprétation. Et l'unique cordeau des trompettes marines d'Apollinaire, qui est un vers superbe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut rien dire. Or, ça a un effet extraordinaire, parce que c'est un effet qui crée des associations comme ça non maîtrisées et qui nous révèle des choses. Alors, bon, c'est pas une philosophie, mais qui nous révèle comment le jeu sur la langue peut nous ouvrir à la fois au monde, aux autres, etc. Et ça, c'est... Donc, ils ont raison, si vous voulez, le poète... Mais moi, je dirais pas, c'est pas le poète qui est important, c'est la poésie. C'est la poésie, et c'est le lecteur qui va effectivement... Et c'est le processus poétique, et non pas le poète. Bon. Alors, pendant que nous parlions, vous avez généré des poèmes érotiques. Un poème érotique, oui, parce que vous étiez tellement pris dans ce que vous nous disiez. Mais non, mais attendez, on va le lire, peut-être cela, que nos auditeurs... Il faut qu'ils aient plus de 16 ans? Oui, enfin, tant pis. Le spectacle était interdit au moins de 16 ans. Mais bon. Alors, je vous laisse le lire. Alors, celui-ci, il mélange des langues, encore, parce que pour moi, l'italien, c'est un peu une langue érotique. Et un peu de latin, là, je vois. Je ne voyais plus qu'elle, machinerie réelle, suçotement narcissique, cuisine du sexe. Liquida delle ad vices, tous les vices. Quando la mani accarezzano e premano ai confini del corpo simul as iscoc. Flip out. Ouais. Tout comme un gioco fresco, la clarté était beige, potelage, décor. Nous avions la sensation de perdre le sens commun des dimensions. Pointe des sexes, des seins, c'était un gibier. Petit baiser à la base du cou, il y avait autre chose. La lumière était intensive, le sens de la chatte était dans la vulve. Oui, ça peut, pour tout public, là, c'est quand même très sage. Oui, oui, mais ils sont assez sages. Ils sont très sages. Bon, ils peuvent être très divers, pas... Donc, je me suis amusé à faire un site où, pratiquement tous les jours, je mets un poème érotique. Voilà, et vous avez des visiteurs, naturellement. Ah, il y a beaucoup de visiteurs sur les... Alors, voici tout ce qui est érotique. Là, que vous venez de produire. Celui-là, il est plus méchant, vous voyez, déjà, il est un peu vulgaire. Pubis sans vulve, con noyé dans le flot des cheveux, concentration du sexe, orgasme, son de cloche.
Le désir colombe descendait sur nous, sa moule avait un goût d'arbouze. Something big and round in her mouth. La carne rossa comme il sole et odeur du phosphore. Baiser était une raison de vivre. Elle regarde le soleil, imago bouillante, investie dans le bleu de l'œil. Les langues étaient des véhicules. Le cobra du désir s'entortillait au corps. Le soleil était en nous. Les grillons, un à un, se brisaient entre la roche et la haute mer. L'oublier. Alors, voilà un poème. Bon, vous le lisez, c'est la machine qui vient de le produire, vous n'aviez jamais lu auparavant. Non, c'est pour ça que je fais des erreurs d'ailleurs. Voilà, ben oui. Comment le jugez-vous? Bon, pas bon? Moyen, celui-là. Moyen, hein? Moyen, mais très perfectible en tout cas, disons. Très perfectible, mais on voit très bien, oui, peut-être perfectionné sans... Par exemple, il y a un abus là de mots un peu forts et vulgaires, pubis sans vulve, con. Bon, on pourrait dire ça plus simplement. Bon, il a choisi dans le vocabulaire dont il dispose et oui, là vous lui avez donné un dictionnaire érotique. Donc mais bon, s'il me plaît pas, je fais ça et j'en ai un autre. Vous avez effacé, il y en a un autre. Et alors justement, la question, comme vous avez publié des livres, plusieurs livres de ces poèmes, lorsque vous les publiez, est-ce que vous revenez dessus? Est-ce que vous les corrigez? Est-ce que quand je les publie, je ne les réécris pas. Mais je corrige des erreurs locales. C'est-à-dire que, comme ça va rester un texte fixe, si vous voulez, je ne peux pas faire ce que je viens de faire en vous disant « Oh, celui-là est médiocre, j'en prends un autre ». Le texte fixe, il est fixé, il demeure. Donc là, je les retouche légèrement. Mais très marginalement, hein, vraiment à la marge. C'est-à-dire que je vais peut-être supprimer un trop de répétition, je vais changer un mot qui me paraît simple ou pas adéquat, enfin, etc. Mais oui, bien sûr, je les corrige. Vous nous proposez, vous nous lisez un troisième poème érotique. Là, on est vraiment dans des choses qui viennent d'être produites, qui sont toutes fraîches, sorties de l'ordinateur. Et donc, je ferai des erreurs encore. Je ne voyais plus qu'elle traçant des idéogrammes de sang. Mazurka et tango. J'avais pensé à ça. Sei, sic, sex, gusto de la sua saliva. Les mots réels dormaient dans notre cœur. Cock and crotches. Enlacement des langues. L'espace était un voyeur, le soleil mitraillait, sa chatte dorée était noire. Le ciel nous bombardait de bleu. C'était un jeu absolu. Petit bunker du con. Pourquoi y a-t-il toujours quelque chose qui n'allait pas? Le réel nous rejoignait un pubis. Bon, là, on voit une faute, par exemple. Une faute. Mais autrement, il est meilleur que le précédent. Mais il est meilleur que le précédent. Il est meilleur que le précédent, oui. On voit bien comment il peut... Bon. Et le jeu, c'est ça. Moi, j'ai des anecdotes réelles, amusantes. Par exemple, dans les premières expositions que je faisais, je voyais des gens qui s'asseyaient et qui écrivaient le poème. Puis il avait à peine écrit qu'il y en a un autre qui apparaissait. Il disait je garde celui-là ou je garde pas. Et au bout de 10 minutes, ils copiaient plus parce qu'ils avaient compris que ça servait plus à rien. Et de même, une autre anecdote vraie, dans la première installation que j'avais fait, qui était à Mémoire du Futur, j'avais fait un générateur de Ringa pour Beaubourg. Par contrat, ils avaient exigé de stocker tous les poèmes. Ils ont gardé 36 000 Ringas. Mais je ne sais pas, à mon avis, c'est perdu dans les réserves. Mais ils n'ont pas gardé le logiciel, ce qui était absurde. Ils n'avaient peut-être pas compris Je crois qu'ils n'ont rien compris au flux et au stock. Au stock. Là, pour le coup, ils n'avaient pas compris. Alors, je voudrais... c'est cette génération automatique, tout à l'heure, vous faisiez allusion à d'autres des informaticiens, des ingénieurs qui avaient travaillé dans ce domaine-là. Et il y a dans le domaine de l'intelligence artificielle un auteur, un ingénieur très, très connu qui s'appelle Joseph Weizenbaum, qui a écrit un programme qui s'est appelé, je crois, ELISA, qui produisait des textes dans un contexte de dialogue. Il utilisait une méthode extrêmement simple, c'est-à-dire que chaque fois que l'on posait une question à l'ordinateur, on disait quelque chose à l'ordinateur, il reprenait les derniers mots sous forme d'interrogative et ça justifiait que l'on intervienne. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'est aperçu que très vite les lecteurs, les gens qui jouaient avec son programme, oubliaient qu'ils étaient devant une machine et entretenaient avec l'ordinateur un véritable dialogue, comme si c'était un conseiller psychologique, un médecin, un psychiatre ou un psychanalyste, puisqu'il s'agissait d'une technique empruntée à la psychothérapie. Est-ce que vous avez, c'est différent, mais en même temps c'est un petit peu voisin, est-ce que vous avez, vous, le sentiment que l'expérience du lecteur est différente, du fait même de ce qu'il y a
générations multiples. Là, si j'avais ça sur mon ordinateur, je pourrais m'amuser à faire des poèmes. Est-ce que mon expérience, moi de lecteur de la poésie, changerait? Ou change pour ceux... Oui, bien sûr, c'est un peu le but que je vise quand je vous dis que je voudrais les mettre en situation de processus et pas en situation de stock. Donc leur faire comprendre de l'intérieur le mécanisme. Et ça, c'est pas en lisant des poèmes très différents, d'auteurs différents, que vous pouvez le voir. C'est en voyant quelque chose de l'ordre de la variation et de la répétition. Ceci dit, ce qu'il y avait dans le Dr Weizenbaum est très différent, parce qu'en fait, il reprenait votre réponse et il la transformait en question. Et donc, en fait, il ne comprenait rien, mais on était dans la conversation. Mais c'est ça qui était très, très, très troublant, voilà. C'est qu'il ne comprenait rien. Voilà. En plus, c'était fait dans les années 50, donc il n'y avait même pas d'écran plasma d'écran comme maintenant. On était devant une machine à écrire et une imprimante qui faisait du bruit. Et en même temps, une conversation se mettait en place. Oui, mais quand vous voyez la conversation entre deux humains, c'est pas très différent. Ça passe de... Bon, souvent, c'est assez vide de contenu et ça passe d'un thème à l'autre, on ne sait pas comment, ça glisse. Je pense qu'en fait, ce qu'il a réussi à montrer, c'était ça, c'était que la conversation humaine, on pouvait se prendre à un jeu de conversation, même s'il ne se disait rien. Et même si en face de nous, on n'a non pas un interlocuteur. Il suffisait de donner l'impression qu'on parlait des mêmes choses. Donc, effectivement, le mécanisme de reprise donnait cette impression, on parle la même chose. Vous êtes malheureux, oui, j'ai perdu mon père, alors parlez-moi de mon père, voilà. Évidemment. Mais il aurait dit, vous êtes malheureux, l'humain répond, oui, j'ai perdu mon chien, il aurait dit, parlez-moi de votre chien, ça revient au même. Pour lui, c'était à égalité. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission, il nous reste 3-4 minutes. J'ai envie de vous demander, là j'ai plusieurs recueils de vos poèmes, j'en ai un qui s'appelle Le silence, et puis l'autre qui s'appelle 101 poèmes du poète aveugle, vous en avez peut-être d'autres, vous. J'ai peut-être de lire un ou deux de vos poèmes, de ceux que vous préférez. Je ne sais pas si vous les connaissez mieux que moi. Donc, d'en lire un ou deux pendant les quelques minutes qui nous restent pour donner aux auditeurs l'envie peut-être d'aller... Alors, si vous voulez, je vais en lire un qui serait de ma période en thé informatique. D'accord, si vous voulez. C'est un peu triché avec les... Non, mais exprès. Et puis j'en lirai peut-être un de la période post-informatique. D'accord. Mais justement, on voit la différence. Donc celui-là est extrait d'un recueil bleu qui est paru aux éditions Action Poétique et qui est épuisé. Donc on le trouve que chez Amazon, mais d'occasion, ou des choses comme ça. Et voilà un poème qui s'intitule Le kiosque. Il me sembla que son regard s'adressait à moi, qu'il insistait, attendait, que sa promenade autour du kiosque faisait signe. Son hésitation m'invitait, c'était un signe. Ses yeux m'appelaient furtivement, vifs et noirs, il me regardait. Il me sembla que ce regard saisi à cette heure, ce regard ignorant la foule, ouvrait une vie, qu'il m'offrait une chance neuve, qu'il pouvait changer tout ce qui composait ma vie, que ce geste simple pouvait effacer mes erreurs, permettre autre chose. Je sus alors que cette chance était trop cruelle. Voilà, donc ça, c'est Jean-Pierre Balpe. Ça, c'est Jean-Pierre Balpe. Avec son stylo bille. Sans ordinateur. Et puis celui-là aussi, c'est sans moi. Et ça, c'est avec ordinateur. Alors, je vais en prendre un. Il faut que je prenne quelques secondes. Ah, voilà, tenez. Alors, vous en avez lu un de ce recueil tout à l'heure. Tous les poèmes sont intitulés le poète officiel, le poète lyrique, etc. C'est un jeu entre deux formes de poésie. Et là, c'est le poète lyrique pleure le poète épique. Ah oui, il est très joli celui-là. Tout ça. Tu as tout ça. Tu as l'amour, tout ça. Tu as la haine, l'amour, tu as tout ça. La couleur de l'amour sur les joues mal lavées de l'aube, tout ça. Les regards amoureux de Teckel et les langueurs des chats après les longues absences de leur maître. Le regard perplexe des jeunes gens devant la chair offerte en devanture. Le bonheur, le rire, le goût de l'amour dans la chair. Grenades et grenades chaudes. La mollesse d'essence dans les longues soirées humides sous les tropiques. Le poivre qu'elle jette dans le sang. Tu as tout ça. Tout ça, et plus encore, et plus comme le désir, la soif de l'amour, du désir. Tu l'as ça, tu l'as, dis-le que tu l'as, dis-le-moi. Formidable. Écoutez, Jean-Pierre Balpe, merci. Nous arrivons à la fin de cette émission, il nous reste encore quelques secondes. Vous nous avez dit qu'il y avait des sites internet sur lesquels on pouvait générer vos poèmes, on pouvait en lire des poèmes générés automatiquement. C'est pas la poésie automatique, c'est quelque chose de différent. Vous pouvez nous donner les adresses ? Alors, il y a 17 sites, donc j'ai pas toutes les adresses. Oui, j'essaie de trouver l'adresse d'entrée la plus simple. Une fois que vous rentrez dans un, vous avez accès à tous les autres. Oui.
Donc le mieux, c'est peut-être de taper sur Internet, à Google, hyperfiction, H-Y-P-E-R. Ah oui, et là on trouvera où Jean-Pierre Balp. Hyperfiction Balp. Hein, oui, si vous mettez Jean-Pierre Balp, vous allez avoir des tas d'articles d'université. Si vous mettez hyperfiction, vous allez avoir des tas de... Oui, hyperfiction Balp, et on trouvera... Hyperfiction Balp, vous trouverez tout de suite. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci. Poésie, une émission de Jean-Pierre Balp et Bernard Girard consacrée à la poésie, comme l'indique son titre, émission qui va parler de la poésie qui se dit, qui s'écrit, qui se lit dans le monde turcophone, et vous le verrez, pas en Turquie, ailleurs qu'en Turquie. Jean-Pierre Balp, bonjour. Bonjour. Alors nous poursuivons notre promenade dans le monde de ces poésies un petit peu insolites, énigmatiques, que l'on connaît peu, que l'on connaît mal. Ce parcours nous a emmenés du côté des Roms. Aujourd'hui, nous allons explorer un univers tout à fait étrange, celui des poètes turcophones d'Asie centrale, c'est-à-dire essentiellement d'Asie centrale, d'Ouzbékistan, de Turkménistan, enfin de toutes ces régions qui appartenaient à l'ancien empire soviétique, qui ont une culture très fortement marquée par la Turquie, par la tradition turque, et qui cependant ne sont pas turcs et du coup ont une relation à la langue très particulière. Et alors, peut-être pour commencer, je vous propose que nous écoutions quelques minutes d'une interview que vous avez réalisée avec un de ces poètes, Ismailov, qui nous parle justement, en quelques mots, de cette société et de cette culture. Les peuples qui habitent à l'Asie centrale sont de deux cultures différentes, sédentaires et nomadiques. Les peuples sédentaires, les Ouzbeks, les Ouïghours, ont développé plutôt la culture courtoise. Les cours du Samarkand, Boukhara, Khiva, Kashgar et Kokand étaient connus par la poésie très raffinée, la poésie soufie. Et les genres les plus importants sont les ghazals, ou les chansons d'amour, soit divines, soit terrestres. Le maître de ghazal est Arouz, ou bien la prosodie arabe, fondée sur la longitude des syllabes. D'autre côté, la poésie des peuples turcophones nomadiques, comme les Kazakhs, Kirghizes, est de la nature chamanique. C'est plutôt la poésie épique. Par exemple, la poème qui s'appelle Manas de Kirghiz, compris 2 millions de vers. Le maître de la poésie nomadique est fondé sur l'accent et s'appelle Barmak, ou bien le doigt. Et naturellement, il y a beaucoup de formes mélangées aussi. Voilà, alors donc on a là un premier éclairage sur cet univers, d'où nous découvrons qu'il est à la fois nomade et sédentaire, et qu'il y a en fait deux traditions poétiques très différentes qui continuent de vivre au travers de l'œuvre de poètes qui bizarrement ne sont plus dans cet espace turcophone, qui vivent ailleurs, en Occident. Oui, je dirais par provocation, mais c'est pas vraiment une provocation, c'est assez vrai que les poètes qui sont encore dans leur pays sont en prison. Donc ça explique le départ de ces pays, parce que c'est des pays, dès que l'Union soviétique s'est écroulée, qui se sont...
Sonatine. Der rechte Fuß bleibt auf dem Pedal. Der linke kleine Finger greift daneben. Der rechte Fuß bleibt auf dem Pedal. Der rechte kleine Finger greift daneben. Der linke vierte Finger greift daneben. Der rechte Fuß bleibt auf dem Pedal. Der rechte vierte Finger greift daneben. Der linke Mittelfinger greift daneben. Der rechte Mittelfinger greift daneben. Der rechte Fuß bleibt auf dem Pedal. Der linke Zeigefinger greift daneben. Der rechte Zeigefinger greift daneben. Der rechte Fuß bleibt auf dem Pedal. Beide Daumen greifen daneben. Der rechte Fuß bleibt auf dem Pedal. J'ai passé du temps à écrire ces conneries, le soir dans mon lit à faire de la poésie. Ça passait le temps mais je ne sais pas pourquoi, les textes envoyés ça ne marchait pas. Devenir poète, être Gallimard, c'était un rêve chouette mais y en a qui se marrent. J'aurais voulu être un putain de poète, non subventionné mais surtout publié. Car la poésie, c'est ma petite amie. Elle met des capotes et moi j'écoute du rock. En plus j'ai plein de potes, des poètes comme moi, qui ne publient pas, à part sur le net, où y a des trucs chouettes. Car la poésie, c'est bien une vraie vie, et on s'ennuie pas. Car la poésie, j'adore lire de trucs, car je suis trop feignant pour lire un roman. Je bricole des textes, je semble sur le sexe, en écoutant Chopin, putain il le fait bien. La poésie, ça ne porte pas d'argent, y'en a même qui sont morts avant d'avoir leur livre à Auchan. Car la poésie, j'adore pour ce milieu, on se crache dessus pour mieux s'enculer. Et puis y'en a même, quand on n'en pas assez, ils font des revues pour se la faire sucer. La poésie, c'est ma petite amie, je couche tout le temps avec, mais elle veut pas de moi. La poésie, c'est un boulot tranquille, surtout si on touche en plus un bon RMI. Oui, la poésie, j'aime la poésie, je fais de la poésie, hey. Rêve poésie, hein, sûr c'est trop vrai, hey, je passerai chez Ardisson, car la poésie mène aussi à une vie de camp. La poésie, ha, la poésie, hey, la poésie, ha, la poésie, yeah. Ah, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne sais toujours pas ce que j'attends. Et le temps s'enfuit de travers comme buté par trop d'impasses. Chaque fois que je pense être enfin arrivé quelque part, le goût n'est finalement pas si doux. Des fois, je me retourne pour me faire face. Je ne détecte jamais un clin d'œil. À quel point les autres voient-ils cette trouille? Je suis trop speed pour les sonder. J'observe. Les jours défilent
Et tous ces jours se ressemblent. Un peu nulle part derrière la vitre, avec mes anémones, et plutôt bien nulle part. Si j'ouvre, j'entends la ville faire ses gammes, la part belle au chaos. J'ai du silence à retrouver, celui qui possède ma phrase. Il arrive, je m'efface. Je n'aime pas non plus le sentir dans mon dos. Le ciel vide, occupant tout, comme l'eau pèse également sur tous les points de la surface d'une peau de plongeur. Je suis sous vide, j'ai le cerveau ralenti. Je suis un poisson dévitalisé. Capitale, ajouter ici une sensation de poisson qui traîne dans l'aquarium en panne d'une maison plongée dans le noir. Décor de tournage abandonné, studio fantôme, je n'ai plus de pression. Arrête ce pot de transparente, on voit mes organes en marche. Village de parc d'attraction, fossile en mouvement, bras morts. Voiture hermétique sur autoroute obscure, je traîne dans l'aquarium en panne. Mousse, mégot, zéro oxygène. Carpe, molle. Je regarde les rouages infinis de mes liquides, je me perds dans mes branches vaines démultipliées direction le ciel. Bras, mort. Je suis une maladie coincée sous verre, carpe molle, barbotant dans son eau visqueuse. Mousse, cheveux gras,